En table ronde, on se questionne aujourd'hui sur la présence du bruit en ville. Sommes-nous devenus intolérants? Il a été prouvé que la pollution sonore pouvait causer des risques d'hypertension et de maladies cardiovasculaires. Dans ce cas, à quel moment le bruit devient-il dommageable? On en parle. Je m'appelle Stéphanie Gagnon. Bienvenue à Mise à jour. Saviez-vous que la Suisse a été pionnière? Elle réglemente, entre autres, le bruit en ville depuis les années 1950. Il y a aussi la ville de Paris qui en fait quand même beaucoup depuis 2004 avec son observatoire du bruit. Je lisais même récemment dans l'actualité que la capitale de la Norvège, Oslo, faisait un gros travail depuis les 5 dernières années pour réduire la place de l'automobile en ville, pour réduire le bruit, mais aussi la pollution. Est-ce que Montréal devrait en faire plus? Est-ce que l'on devrait être plus, disons, tolérant envers le bruit? Est-ce qu'on trouve que ce bruit nous dérange vraiment trop? Montréalais, je vous pose la question. Mais si vous avez suivi l'actualité, vous savez que pour Projet Montréal, c'est un dossier qui était pour eux une priorité, du moins lorsque Projet Montréal était dans l'opposition en 2016. On demandait un observatoire à Montréal. Lorsqu'il y a eu la campagne en 2017, on promettait un observatoire. Et depuis que Projet Montréal est au pouvoir, on travaille un projet, on dit s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Mais pour le moment, il n'y a rien de concret qui a été confirmé. On va donc parler de la place du bruit aujourd'hui. Autour de la table, Pierre Lachapelle, qui, lui, est président des pollués de Montréal-Trudeau. Monsieur Lachapelle, bonjour. Je dois mentionner aux téléspectateurs que je vous ai déjà rencontré pour un reportage en 2016. Je vous avais rencontré dans votre quartier, à Huntsic. Vous vous battez depuis plusieurs années pour le bruit causé par les avions. De votre côté, depuis 2016, depuis notre rencontre, est-ce que le problème s'aggrave ou c'est assez stable? Que diriez-vous? Bien, ce n'est pas une aggravation à tout casser, mais il y a une croissance quand même. Si on parle du bruit aérien, on n'a qu'à regarder justement les nouvelles pour constater que de nouvelles liaisons sont offertes aux gens qui voyagent en avion à partir de Montréal-Trudeau. Alors, qui dit plus d'avions, ça veut dire plus de bruit, à moins d'avoir des avions de nouvelle génération. Mais on ne fonde pas trop d'espoir sur cette promesse des avions silencieux. On nous l'a fait en 1992 et on attend toujours. On attend toujours. Aussi, autour de la table, on a avec nous le docteur David Kaiser. Vous travaillez, M. Kaiser, à la Direction régionale de santé publique de Montréal. Vous êtes déjà venu souvent à l'émission Mise à jour. Quand on parle du bruit, de façon générale, le problème à Montréal, c'est qu'on n'a pas nécessairement de données précises. C'est un peu ça l'enjeu. Alors, d'un point de vue de santé publique, ce qu'on connaît à Montréal, comme dans d'autres grandes villes nord-américaines, c'est que il y a des niveaux de bruit présents qui peuvent avoir des impacts sur la santé. Et puis, ce qu'on a fait dans les 5 dernières années, c'est de mesurer les niveaux moyens. Alors, ce qu'on voit en général sur le territoire de l'île de Montréal et de mettre ça en lien avec ce que les gens rapportent au niveau du dérangement et puis de la perturbation du sommeil. Et ce que ça nous dit, c'est que d'abord, les niveaux moyens sont assez élevés pour causer des problèmes de santé et les gens rapportent quand même près de 20 des gens rapportent soit être très dérangés ou avoir le sommeil perturbé par le bruit. Après ça, est-ce qu'on a des mesures précises à tous les endroits où il y a une situation spécifique qui cause du bruit ou est-ce qu'on a des mesures à l'intérieur des résidences? Non, il y a des éléments qui sont manquants et je pense que c'est là où on peut parler plus d'un système de surveillance du bruit. On parle beaucoup d'un observatoire. En santé publique, on parle beaucoup de surveillance parce que c'est à la base de nos interventions. Alors, on a assez d'informations pour savoir que c'est un enjeu qui doit être abordé. Mais c'est certain que pour pouvoir suivre et aussi comprendre les impacts des interventions, il y a des données manquantes ou des façons de mesurer le bruit plus en continu ou régulièrement qui doivent être ajoutées. Notre dernière invitée s'appelle Catherine Guastavino. Vous êtes professeure en psychoacoustique à l'Université McGill et vous travaillez aussi tout le volet recherche du projet Ville sonore. Si on devait décrire brièvement le projet Ville sonore aux téléspectateurs, qu'est-ce que vous pourriez dire?
Alors, il s'agit d'un partenariat de recherche, c'est-à-dire que ça réunit à la fois des chercheurs du milieu universitaire, mais aussi des professionnels de l'urbanisme, de l'acoustique, des artistes sonores, par exemple, qui se produisent dans l'espace public, et des citoyens pour vraiment repenser ensemble le rôle du sonore dans notre expérience sensible. Parce que c'est sûr qu'on pense beaucoup au bruit en termes de pollution sonore, et c'est une réalité. Il y a aussi certains environnements sonores de qualité qu'on va apprécier et rechercher en ville. Donc on essaye de comprendre ce qui va rendre un environnement sonore plus attrayant, plus attractif, pour pouvoir lutter, je dirais, contre ces effets négatifs, à la fois en essayant de les réduire, mais aussi en essayant de promouvoir des environnements sonores de qualité dans nos milieux de vie urbains. Pour remettre nos téléspectateurs en contexte, on a préparé un montage de 30 secondes. Ce qu'on peut entendre au quotidien quand on se promène dans les rues de Montréal. Je vous avertis, c'est désagréable. C'est sûr, on a pris les bruits qu'on aime le moins, mais ça va vous mettre dans le bain pour bien saisir l'ampleur. Qu'est-ce que ça peut être, cette pollution sonore? C'est certain, ce sont des bruits souvent qui nous dérangent, des sirènes d'ambulance, ça peut être aussi le camion qui passe près de la maison, les avions aussi qui circulent à des moments où on n'a pas envie d'entendre de bruit. C'est un peu un résumé de ces bruits qu'on peut entendre dans la ville de Montréal. Quand on regarde, Mme Guastavino, des bruits qui ne devraient pas être appelés des bruits, quel exemple on peut donner précisément? Alors, il y a plusieurs sortes de bruits ou sons qui vont être recherchés. On pense souvent aux bruits associés à la nature, oui, qu'on peut retrouver dans des grands parcs ou même à plus petite échelle dans des parcs de quartier. Donc, le bruit du vent dans les feuilles, le bruit des oiseaux. Donc, ça, c'est des bruits qui vont souvent être recherchés pour leur qualité de ressourcement, finalement, qui nous permettent de faire une pause, de faire une coupure un petit peu avec un environnement comme celui qu'on vient d'entendre. Mais il y a aussi tous les bruits d'activité humaine. Là, les bruits qu'on a entendus, c'est essentiellement des bruits de sources mécaniques ou de transport. Mais c'est vrai que les bruits d'activité qui reflètent la vitalité ou les conversations, alors encore une fois, suivant le contexte, ça va être approprié ou pas, mais c'est des espaces ou des environnements qui vont être recherchés. On pense notamment à Montréal, à tous les événements en plein air, les grands festivals, mais aussi, encore une fois, à plus petite échelle, ce qu'on va retrouver dans sa ruelle verte avec une fête de quartier avec des voisins ou des conversations, des enfants qui jouent dans un parc. Donc, tous ces bruits qui reflètent finalement la vie, c'est aussi des sons qui vont être recherchés. Ce qui est important, je pense, c'est vraiment de penser à un environnement sonore qui soit approprié pour l'activité qu'on veut y faire. Donc, c'est évident que si on cherche à dormir, on ne va pas chercher le même environnement que si on cherche à aller boire un verre avec des amis, où là, on va vouloir quelque chose de plus animé, de plus vivant. On a aussi un tableau qui a été préparé où on peut vous donner un exemple en termes de décibels. Si une voiture passe près de vous, si on voit quelque chose, si vous entendez un séchoir à cheveux, par exemple, pour vous donner une idée ce que ça représente en termes d'intensité. Une personne qui chuchote dans votre oreille, près de 30 décibels. Le bruit d'une voiture, on parle à peu près de 70 décibels. Une sirène de police, là, on est rendu à 120 décibels. Des feux d'artifice, là, ça va jusqu'à 140 décibels. Je vous poserai la question, Dr. Kayser, quand on regarde tous les bruits qu'on peut entendre à Montréal, est-ce qu'ils ont tous la même dangerosité où il y a certains bruits, même s'ils peuvent nous paraître forts, ça peut ne pas être dommageable? C'est une très bonne question et puis on n'a pas toutes les réponses. Ouais. Mais on peut d'abord distinguer les bruits qui peuvent avoir un impact aigu, c'est-à-dire immédiat, sur la personne. Et ça, c'est des bruits où ce qu'on parle de 140, 160, 180 décibels, où ce qu'on va avoir une perte d'audition subite, ou des bruits très élevés, autour de 90 à 100 décibels pendant plusieurs jours
jours, semaines, mois, années, par exemple, dans un contexte de travail, ou ce que ça peut être associé avec une perte d'audition. Alors ça, c'est un niveau qu'on doit distinguer de ce qu'on voit en général en ville, en termes de niveau moyen, mais aussi en termes de variation de niveau de bruit, ou ce qu'on est sur d'autres impacts entièrement. Alors, pour le bruit dans l'environnement et la santé publique, on est vraiment sur trois, je dirais, impacts qui sont bien démontrés et plusieurs autres qui commencent à être assez bien démontrés. J'ai mentionné la perturbation du sommeil. Alors, c'est évident que pour la plupart des gens, ça, c'est le bruit la nuit. C'est important de dormir. Et puis, c'est très important de dormir. Et il faut vraiment voir un bruit à 70 décibels en plein milieu de la journée versus à 2 heures du matin. Ça n'a pas le même impact. Alors, c'est vraiment important de voir le moment de la journée. 2, c'est le dérangement. Et le dérangement, on peut dire, bon, les gens sont dérangés, c'est pas si pire, mais en fait, il y a un lien entre les dérangements, le stress, les impacts à long terme sur le système aussi cardiovasculaire. Le dérangement, c'est la même chose. Ça dépend de la moment de la journée, mais aussi du type de bruit. Alors là, il y a encore beaucoup de travail à faire pour comprendre vraiment en ville qu'est-ce qu'on devrait... Dr. Guastavino a parlé d'ambiance sonore appropriée ou adaptée. Bien, des bruits d'impact, par exemple, vont avoir un impact différent sur le dérangement que des bruits en continu. Et après ça, à long terme, ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est les maladies cardiovasculaires. Alors, maladie du cœur et puis l'hypertension. Et là, on n'a vraiment pas les données à l'appui pour pouvoir distinguer, est-ce que certains types de bruits sont pires que d'autres, mais on pense qu'entre différentes sources de transport, par exemple, le transport aérien versus le transport routier, il y a des différences. Dans la relation entre les niveaux et les impacts. Et puis, ça se peut bien encore là que c'est relié au moment de la journée, au type de bruit, est-ce que c'est en continu ou par bout, et est-ce que la fréquence, est-ce que c'est aigu, est-ce que c'est bas. Alors, tout ça va jouer finalement dans les impacts. Et je dirais, l'endroit où ça se rejoint, c'est de dire, ce qu'on veut, c'est que les gens aient des quartiers dans lesquels ils veulent vivre, habiter, mais aussi où ils sont protégés à long terme des impacts possibles. Et avec tout ce qu'on connaît déjà, on sait bien que si on réduit, par exemple, des bruits désagréables pour tout le monde, comme les bruits de la construction et les bruits du trafic routier, on va être plus en mesure de bénéficier des sons désirables dans ces mêmes quartiers-là. On a une carte qui a été préparée pour montrer les secteurs à Montréal où c'est beaucoup plus bruyant. On le voit bien, il y a des endroits dans la ville où il y a des zones qui sont beaucoup plus vertes, où là, les sons ambiants, le bruit environnemental est moins fort. Les secteurs qui sont souvent à proximité des autoroutes, des routes, c'est là où, en tout cas, du moins, on a l'impression que le bruit est beaucoup plus puissant pour les résidents du secteur. Monsieur Kayser. Oui, en fait, ce qu'on voit, c'est le résultat de nos travaux où ce qu'il faut noter que c'est une modélisation, c'est une estimation des niveaux de bruit basés sur des mesures. Et puis, ce qu'on voit, c'est justement, par exemple, autour de l'aéroport, autour des secteurs industriels de l'Est et autour des axes routiers, on voit des niveaux plus élevés. Et je pense que ce qu'il faut ajouter, c'est que si on a des niveaux élevés et personne qui habite là, à la limite, il y a peut-être aussi un volet santé animale, santé de l'environnement, mais pour la santé humaine, ça nous préoccupe pas tant que ça. Par contre, au centre-ville ou le long de la 40, par exemple, où il y a beaucoup de monde qui habite et des niveaux élevés, c'est là où on peut voir des impacts quand même importants. Alors, c'est aussi une question d'exposition. Alors, les niveaux peuvent être élevés dans les secteurs industriels si on protège les résidents de ces niveaux-là ou s'il y a une certaine séparation entre des sources de bruit ou des activités très bruyantes et puis les endroits où les gens vivent et surtout où ils dorment. On peut quand même vivre en ville avec des sources de bruit tout en protégeant les gens. Parlons justement des citoyens. Monsieur Lachapelle, vous représentez beaucoup de résidents du quartier Huntsic qui, sûrement lors de l'achat de leur maison, n'avaient pas prévu que les avions les dérangeraient autant. C'est un peu le constat à ce moment-ci. La représentativité des pollués de Montréal-Trudeau dépasse largement Huntsic. Oui, vous avez bien les raison. gens qui sont à l'ouest de l'aéroport, Pointe-Claire-Dorval, la partie nord de Ville-Mont-Royal, l'arrondissement de Saint-Laurent, bien entendu.
Alors, on parle de milliers de personnes et tout à l'heure, on parlait d'études scientifiques, d'études techniques. Nous, on souscrit beaucoup à cela. On a demandé aux autorités de santé publique de procéder à une étude épidémiologique pour qu'on puisse parler sur la base de faits. Malheureusement, on attend toujours cette étude-là. Et nous, nos stations de mesure, on les a installées à l'est de l'autoroute 15 parce que les autorités aéroportuaires, depuis des décennies, étaient abonnées au sentiment du déni et niaient l'existence d'un problème à l'ouest de l'aéroport. L'aéroport de Montréal a des stations de mesure. Malheureusement, elles sont distribuées relativement très près de l'aéroport et les données sont secrètes. Alors, pour nous qui vivons dans une société démocratique, on trouve cela absolument inacceptable. Et c'est pour ça qu'on s'attend de la Ville de Montréal, entre autres choses, je pourrais vous faire la courte liste, mais entre autres choses, on serait attendu, dès l'arrivée au pouvoir de Projet Montréal, que le service d'environnement de la Ville de Montréal installe des stations de mesure du bruit. On mesure la qualité de l'air depuis 1970 à Montréal, mais sur le bruit, on est rendu en 2020, il ne se fait rien. Alors, autant pour le bruit autoroutier, le bruit à côté des gares de triage ferroviaire, mais le bruit aéronautique, puisque Aéroport de Montréal annonce l'agrandissement de l'aéroport, la construction d'un nouveau terminal qui offrira 10 à 15 portes de plus pour l'accueil des avions, un projet de 2,5 milliards qui se fait sans étude d'impact, sans consultation publique, mené par un organisme indépendant et transparent. On est très inquiets et nos membres sont très inquiets. On comprend bien. Aussi, vous parliez de ces gens que vous représentez avec les pollués de Montréal-Trudeau. Quand vous devez vous-même faire les installations pour connaître le nombre de décibels que vous entendez dans votre quartier, dans votre maison, c'est difficile par la suite de prouver, dans le sens où la Ville ne fait pas beaucoup de travail sur le terrain pour avoir ses propres données. Vous devez vous battre constamment pour faire entendre ce que vous demandez. Et du côté de l'aéroport, on vient de lancer une consultation publique. C'est en ligne. Est-ce que vous sentez une ouverture de leur part avec cette consultation? Ça donne quoi au juste? Ah bien, on le verra à la fin du processus, mais nous, on n'appelle pas ça une consultation publique, parce qu'une consultation publique, ça obéit à des règles qu'on connaît bien au Québec depuis la loi sur l'environnement et la création du BAP. Alors, une consultation publique, habituellement, ce n'est pas organisé par le promoteur d'un projet. C'est organisé par un organisme indépendant, gouvernemental de préférence, pour assurer la transparence et la fiabilité de ce qui se passe durant le processus. Si les Montréalais veulent participer à ce sondage, libre à eux, je pense que les gens ont leur libre arbitre, mais s'ils subissent le bruit régulier et insupportable du bruit des avions, mais je pense que dans ce questionnaire qui fait 50 questions, ils auront l'opportunité de dire à l'autorité aéroportuaire toutes les lacunes qui existent dans leur façon de gérer le climat sonore, pour ne pas parler de la pollution de l'air, mais ça sera pour une autre fois. Madame Guastavino, dans ce projet Ville sonore sur lequel vous travaillez, vous avez aussi ce désir de repérer les meilleures pratiques à l'échelle internationale. Quand on regarde ce qui se fait ailleurs, ce que vous avez pu voir, comment fait-on pour rendre ces villes plus agréables? Alors, c'est sûr qu'on a regardé pas mal ce qui se faisait à l'international et que, je dirais, généralement, les bonnes pratiques, c'est d'avoir une vision un petit peu plus proactive. C'est-à-dire que ici, on a tendance à gérer les problèmes de bruit une fois qu'ils sont déjà installés, puis d'essayer de trouver des mesures correctrices ou réparatrices qui sont nécessaires quand on est arrivé à ce stade-là. Mais idéalement, si on vient considérer le sonore dès la phase de conception, en amont, en faisant des consultations avec les différentes parties prenantes, on peut déjà prévenir un certain nombre de problèmes. Donc, essayer de gérer le bruit de manière plus proactive en consultant les différentes parties prenantes pour mieux comprendre les attentes et les besoins de chacun et s'assurer que ce soit intégré dès le début permet de résoudre une grande partie du problème en amont. Alors après, c'est évident que dans certains cas, on a besoin de mesures réparatrices, mais là, je pense qu'il y a aussi une importance de la communication avec les différentes parties prenantes pour représenter les intérêts, pas uniquement d'un promoteur, mais des différents groupes de citoyens ou des différents groupes impliqués, pour vraiment essayer de trouver une solution, un compromis qui soit satisfaisant pour les différentes personnes impliquées. Et est-ce qu'il y avait des exemples aussi où on a utilisé l'innovation pour essayer de rendre cette ville plus agréable? À Montréal, spécifiquement? Non, à l'étranger. À l'étranger. Eh bien, oui, mais ça dépend un petit peu des différents projets. Mais une manière de faire, c'est aussi d'impliquer les professionnels de l'urbanisme pour justement les sensibiliser un petit peu plus, parce que c'est des professionnels qui doivent considérer
tout un tas de facteurs dans leurs décisions et qui sont souvent assez mal armés pour des problèmes de bruit parce que ça ne fait pas forcément partie de leur formation, parce qu'il n'y a pas forcément d'outils pour eux pour mieux comprendre, visualiser, voir ces enjeux-là, et que c'est un problème qui touche à tous les aspects finalement de la vie urbaine. Donc on essaie de développer des outils pour voir, ça peut être des cartes de bruit pour visualiser, mais aussi d'autres manières d'avoir une idée de l'impact que va avoir l'environnement sonore, à la fois l'impact positif et négatif, pour pouvoir prendre ça en compte. Donc ça, c'est un des volets sur lequel on travaille, ou à l'étranger aussi, il y a quelques projets pour vraiment que l'aménagement de nos villes passe aussi par le sonore. En termes de santé publique, Dr. Kayser, quand on regarde à Montréal, on connaît la problématique. Le bruit, la pollution sonore peut nous rendre malades. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui sont plus vulnérables que d'autres? Est-ce qu'on est tous égaux? Lorsqu'on entend, on est finalement face à ces bruits? C'est une bonne question. Alors, si on revient encore là aux impacts à long terme, qui sont un peu notre motivation, la raison pour laquelle on travaille la problématique du bruit environnemental, c'est les impacts sur le dérangement, la perturbation du sommeil, les maladies cardiaques. Tout le monde est susceptible à subir ou à voir apparaître ces impacts sur la santé. Et en fait, ce n'est pas une question de sensibilité ou de psychologie, ce sera des effets sur la santé, notamment pendant le sommeil, où il n'y a pas d'habituation. Alors, on peut être dans un endroit bruyant toute notre vie, le corps ne s'habitue pas. Alors, ces impacts-là, tout le monde est un peu susceptible. Ceci étant dit, on sait bien que dans une ville comme Montréal, comme plein d'autres villes à travers le monde, il y a des gens qui sont plus capables d'éviter les pires types d'exposition au bruit, c'est-à-dire ils vont choisir où acheter une maison, ils vont choisir où s'installer, ou ils vont pouvoir, par exemple, mieux isoler, améliorer les fenêtres, s'installer ou prendre des mesures pour se protéger, et d'autres qui vont avoir moins accès aux ressources nécessaires. Alors, si on prend deux situations types, un ménage locataire à faible revenu qui cherche un logement, puis le seul logement qu'il trouve, c'est à côté de la 40, et c'est un bloc appartement mal isolé avec des fenêtres qui datent des années 70, bien, ces gens-là vont être beaucoup plus exposés au bruit qu'un ménage propriétaire avec des moyens qui peut s'acheter un bungalow dans le West Island. Alors ça, c'est des caricatures, mais c'est quand même, on le voit, à Montréal, on a fait des analyses sur les niveaux de bruit et puis le revenu dans les quartiers, et puis on voit qu'il y a une tendance générale. Ceci étant dit, il y a des endroits dans les quartiers centraux où peu importe si on est pauvre ou riche ou vieux ou jeune, on est exposé à beaucoup de bruit provenant du trafic routier, provenant des activités dont on a fait référence tantôt, qu'on veut, en quelque sorte, la mixité, les activités commerciales, les activités disons, industrielles légères qu'on veut intégrer dans les quartiers pour différentes raisons. Mais ça fait que dans nos quartiers centraux, on est quand même, tout le monde est exposé en quelque sorte à ces niveaux-là. Et c'est là où les solutions doivent passer justement par une approche globale qui intègre toutes les sources. Alors, on ne peut pas séparer les avions, les routes, les activités commerciales si on veut prendre des décisions qui vont permettre d'améliorer la situation, disons, de façon durable. Il faut prendre ça dans l'ensemble et mettre les bonnes personnes autour de la table, ce qui inclut les citoyens. Et vous avez parlé d'innovation, et je pense que c'est quelque chose qu'on va voir dans les prochaines années se développer, mais de permettre aux citoyens de contribuer, notamment avec des mesures. On sait bien que nos téléphones, maintenant, on peut mesurer les niveaux de bruit, et puis on n'est pas nécessairement dans des appareils de calibre très élevé. On ne va pas utiliser ça pour appliquer des règlements ou des lois, mais ça peut nous aider à comprendre dans un quartier les niveaux de bruit sur une journée ou des situations qui sont soit souhaitables ou pas pour les résidents, et puis permettre aux gens de contribuer aux solutions qu'on va mettre en place. Il y a une application, M. Lachapelle, qui a été créée par un organisme, Montréal DB, qui a conçu Aéroplainte, une application qui permet, avec un téléphone intelligent, de pouvoir se plaindre du bruit d'un avion. Et ça fait vraiment augmenter le nombre de plaintes. En fait, c'est que les gens n'allaient pas contacter Aéroport de Montréal pour mentionner qu'un bruit les dérangeait avant. C'était peut-être trop compliqué. Il y avait plus d'étapes.
Avec l'aéroplainte, c'est plus simple. En trois clics, la plainte est partie. Et tout à l'heure, vous produisiez une carte. Bien, Aéroplainte a produit la carte à partir des plaintes qu'ils ont enregistrées depuis le début de la mise en ligne. Et ça donne une carte un peu différente de celle qui a été produite par la DSP qui montre l'origine des plaintes. Il y a quelques instants, on parlait de vision globale, mais ce qui est arrivé dans le cas de la pollution par le bruit des avions, c'est que les Montréalais, on a subi un croc en jambe. Dans les années 70, le gouvernement fédéral avait signé un contrat social avec les Montréalais et on s'était doté d'un aéroport ultramoderne très loin de Montréal, à 30 km, très loin, entendons-nous, loin de Montréal, loin des zones habitées. Et là, dans les années 92, il y a eu un changement et le contrat social y a été déchiré, puis on a ramené tous les vols qui étaient à Mirabel à Dorval. Ça, il ne faut jamais oublier ça. C'est une décision très étrange. Alors, on parle de vision globale, mais il y a des crocs en jambes qui n'ont jamais été acceptés, qui sont inacceptables. Oui, et quand on regarde aussi ce qui s'en vient pour Montréal, quand on parle du bruit de façon générale, on parlait tout à l'heure de l'Observatoire du bruit. Est-ce que vous croyez, je vous pose la question à tous les trois, que c'est ce que ça prend pour Montréal pour dire qu'on va plus loin dans cette réflexion sur le bruit? Madame Guastavino. Alors, je pense qu'un observatoire permettrait d'avoir des données probantes, parce qu'en effet, un des problèmes qu'on a actuellement, c'est qu'on a très peu de données historiques, notamment si on voulait comparer pour savoir si la ville est plus bruyante ou pas, ou si plus de personnes sont exposées. Donc actuellement, on dispose d'assez peu de données. D'autres villes en ont, justement des villes qui vont disposer d'observatoires. Alors ça donne une partie de la réponse, c'est pas la seule, parce que souvent c'est basé sur des mesures essentiellement de niveau sonore. Je pense que c'est important de complémenter cette approche avec aussi vraiment une étude du ressenti des citoyens. Donc pas se limiter à des mesures acoustiques, mais aussi vraiment des enquêtes ou des entrevues auprès des personnes exposées pour vraiment mieux comprendre de manière un peu plus qualitative les aspects de leur expérience sensible finalement de ces environnements sonores. Vous avez 15 secondes chacun avant la fin de l'émission, Dr. Kayser. Oui, tout à fait. Ça prend des données pour bien orienter les actions. Ceci étant dit, il y a des actions qu'on peut prendre dès maintenant. On sait que le transport routier génère beaucoup de bruit et beaucoup d'autres problèmes pour la santé. Et si on travaille là-dessus de façon assidue dans les 10 prochaines années, on n'a pas besoin de plus de données pour savoir qu'on va avoir un impact positif sur la santé des Montréalais. Tout à fait. Le mot de la fin, M. Lachapelle. Pour les villes de Montréal-Trudeau, c'est un couvre-feu à Montréal-Trudeau dès maintenant de 23h à 7h le matin pour pouvoir dormir la nuit. Oui. On a aussi Aéroplainte, je le mentionnais, qui peut... On peut accumuler des plaintes jusqu'à demain, mais ça prend des mesures concrètes pour changer la situation. Vous avez bien raison. Et il y a aussi la consultation publique. Si nos téléspectateurs sont intéressés jusqu'au 31 mars, il est possible de pouvoir donner son point de vue sur le bruit des avions à Montréal. Et cet observatoire, on l'attend toujours de Projet Montréal. C'était une promesse. Ça viendra peut-être d'ici la fin du mandat en 2021. Lundi, pour notre grande entrevue, on parle de la crise du recyclage avec Grégory Pratt de Tricentris. Et il y a City Life qui suit à l'instant. Je vous dis à bientôt, Montréal. Et aussi, abonnez-vous à notre page Facebook avant la fin de la semaine. C'est le défi. Merci.